Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, retour dans le cinéma d'Akira Kurosawa avec ce film sorti en 1952 intitulé Vivre ou Ikiru en version originale, donc dans la période post-Rashomon où il jouit d'un succès international, mais quand il tourne celui-ci, il est plutôt dans l'échec de son adaptation de Dostoïevski, L'Idiot, donc pas au top de sa forme morale. Ça se sent peut-être avec le sujet traité ici. Et on retrouve au casting, non pas Toshiro Mifune, non, il n'est pas présent, mais son autre acteur fétiche de l'époque, Takashi Shimura, accompagné notamment de Nobuo Kaneko, pour ne citer que lui. Et il s'agit d'une vague adaptation très libre d'un roman de Tolstoï, Léon, voilà, et qui a été remis au goût du jour récemment, via un remake britannique, hein, probablement, avec Bill Nighy, que je n'ai pas vu justement, j'aurais pu me le faire en salle, mais comme je n'avais pas vu le Kurosawa, je me suis dit, on verra plus tard pour le remake. Je voulais enfin me faire l'original, voilà, qui est fait. L'histoire donc d'un homme assez âgé, Kanji Watanabe, qui a consacré sa vie à son travail, mais sans passion. Il est plus une sorte de cadavre vivant, c'est dit d'ailleurs sous la forme de narration, voix off. Le gars, il erre en fait dans son existence. Il a un fils qui est avec une dame, mais il ne vit plus vraiment depuis que son épouse n'est plus là. Et un beau jour, alors qu'il souffre, il va voir le médecin, qui se veut rassurant sur le papier, mais par le biais d'un autre patient, il comprend qu'il a en fait un cancer de l'estomac et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Ça lui fait un choc absolu, tant et si bien qu'il va avoir une forme de révélation en plusieurs temps. Voilà, on va suivre son récit initiatique de fin de vie, de libération, de nouvelle naissance avant la mort, parce que ça ne fait aucun doute qu'il va mourir, hein. Il va enfin prendre les choses en main, sortir de ce train-train quotidien qu'il consacre à la bureaucratie, l'administration japonaise, qui, elle aussi, d'ailleurs, étouffe un petit peu tout espoir de vie autour d'elle. Ça, c'est un des thèmes sous-jacents qui tient à cœur Kurosawa, qui veut peut-être dénoncer certaines choses de son pays. Enfin, il dresse un portrait de son Japon, là, comme il le fait toujours, de toute façon, quelles que soient les époques de ses métrages. Et donc ça dure à peu près 2h20, où on est pris par l'émotion, vraiment, en suivant cet homme qui est en train d'amorcer sa chute, mais avant de tomber au plus bas, enfin, de mourir, il va avoir un élan d'existence. Et il va rencontrer des gens, d'abord un artiste, un écrivain, qui est joué par Yunosuke Ito, qui ressemblerait à s'y méprendre à Michel Simon. Je ne sais pas si Kurosawa était fan de cet acteur, mais on sent que le cast aurait très bien pu coller. Imagine Michel Simon, qui aurait fait quelques mois de sa carrière au Japon, il aurait eu ce rôle-là, c'était parfait. D'abord, donc cet écrivain, une dame qui a travaillé comme lui dans la bureaucratie, mais qui s'est émancipée, et qui a la joie de vivre, même si elle est assez pauvre. On questionne toujours la misère japonaise, mais peut-être moins que dans L'Ange ivre ou Chien enragé. Et après, il va enfin prendre les choses en main et aider des femmes, des mères de famille qui au début arrivent là à l'administration pour réveiller tout le monde en mode regardez, nos enfants ils jouent dans un endroit absolument dégueulasse, insalubre, ça serait bien d'en faire autre chose, une aire de jeu par exemple. Petit parallèle qu'on peut faire avec L'Ange ivre, avec ce cloaque que l'on voit là. Et il s'en fiche, Watanabe, mais après il va pas s'en fiche, il va changer les choses peut-être, pour laisser une trace positive au-delà de son existence propre. Et donc c'est un film qui convoque le mal-être du présent, sans qu'on s'en rende compte, de la routine, avec la nostalgie du passé. Voilà, à un moment on voit du flashback, hein. Le film est construit bizarrement d'ailleurs là-dessus, avec des narrations qui renvoient en arrière. À un moment il y a toute une liste de souvenirs, quand il a appris qu'il allait mourir, et même une ellipse qui va nous montrer ce qu'il a pu faire après son décès. Il n'y a pas de spoil là-dessus, c'est un film qui est inspoilable de toute façon. On en profite même quand on connaît tous les aboutissants de l'intrigue. Et donc, narration non linéaire que Kurosawa avait déjà de toute façon traité dans Rashomon, mais ici autrement. C'est un film purement kurosawesque, clairement, moins sulfureux et rentre-dedans peut-être que L'Ange ivre ou Chien enragé, moins flamboyant d'une certaine manière, et violent aussi que Rashomon, mais très posé, qui prouve que, à l'époque en tout cas, hein, oui, Akira Kurosawa était considéré comme le réalisateur japonais le plus occidental, d'une certaine manière, avec ses influences de Dostoïevski ou Shakespeare, et du cinéma américain de John Ford, mais aussi Frank Capra, parce que là c'est vraiment le film le plus capresque, si je peux m'exprimer ainsi, de ce réalisateur. Il y a un plan vers la fin, sur une balançoire avec de la neige, t'as l'impression qu'on pourrait avoir une vibe à la Vie est belle, quoi. It's a Wonderful Life, peut-être le Capra le plus connu.
Et il n'y a jamais vraiment de pathos dans un film qui quand même nous montre un monsieur qui est pas bien, on le voit dans son visage, on insiste là-dessus, il traîne son âme, hein, mais même avant qu'il prenne conscience qu'il a plus que quelques mois à vivre, il ne vit pas vraiment. Et la narration insiste dessus. Alors c'est peut-être des codes un petit peu très classiques qui vont rebuter certaines personnes, mais on est quand même en 1952. Oui, il y a un côté vieil Hollywood, d'une certaine façon, mais à la japonaise, et avec le regard japonais. Ici, Kurosawa, d'une certaine façon, sans le mettre vraiment frontalement, hein, sur un degré de lecture un peu secondaire, questionne l'américanisation et l'occidentalisation du Japon, vous m'avez compris. Ne serait-ce que par le travail administratif, c'est pas quelque chose de purement japonais ce qu'on voit là, c'est des héritages, forcément, de la modernité dans le Japon après-guerre. On y est toujours, hein, déjà Chien enragé et Ange ivre, c'était ça, hein, avec les références aux films de gangsters et tout. Et là, il y a ce côté nostalgique à travers le personnage principal, qui à un moment se remémore des choses, une chanson de 1910, comme ça, qui pour lui quelque chose qui représente l'ancien temps où sa femme était là, et il était bien, avant même que son fils soit là, et tout. Mais, depuis, le Japon a changé. La guerre n'est même pas évoquée en tant que telle, à part le fiston, donc dans un flashback qui s'en va à la guerre, ok. Mais c'est plutôt, oui, c'est moins marqué sur l'américanisation que Chien enragé, par exemple, mais il y a des petits pans comme ça. Référence au baseball avec l'enfant, toujours, l'enfant est mis en rapport avec l'américanisation. Le baseball quand il était ado, le départ à la guerre, bon, voilà. Et aussi le fait qu'il écoute un standard américain musical avec son épouse, et que les deux sont très intéressés par l'argent du père. Donc cette idée, voilà, oui, l'argent, 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 la consommation peut-être, c'est au-delà du système japonais, ça. Donc il y a ça. Et donc ce travail un peu absurde sur l'administration, alors ça, c'est très français aussi, c'est très Kafka. Je ne sais pas s'il y a une influence Kafka, mais pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant, qui est vraiment traité d'ailleurs avec un montage très saccadé sur quand les femmes veulent vraiment changer les choses pour leur fils, mais ça va vite et elles tournent en rond et en fait personne n'aide. C'est assez dur là-dessus. Mais, et puis voilà, après le reste c'est beaucoup plus sombre, hein, forcément, puisqu'on se concentre surtout sur le destin de cet homme, qui est montré dans des clairs-obscurs très kurosawesques, hein, surtout au début. Quand il allume la lumière, c'est pour se faire référence à la photo de sa femme, il me semble, hein, pour penser justement au flashback, c'est intéressant. Dans la première partie, quand il y a la clarté, c'est juste par rapport aux souvenirs heureux. Mais sur le présent et donc la non-possibilité d'avenir, c'est très sombre. Et la façon dont il apprend aussi cette nouvelle, voilà, il sort complètement à la gare, il y a un silence, et d'un seul coup il y a le bruit avec les voitures autour, tiens, il se rend compte que le Japon a évolué et qu'il n'est pas bien en fait dans cette société qui va de l'avant. Mais pourtant, voilà, en prenant conscience de certaines choses, en prenant, on va dire, corps avec des gens qui vivent vraiment, pour le coup, donc cette dame-là, eh bien lui aussi va aller de l'avant et œuvrer pour l'avenir. C'est-à-dire les enfants, là, qui puissent avoir un endroit pour jouer, c'est intéressant. Il va au-delà de sa, on va dire, de son envie personnelle d'obtenir cette femme là, voilà, qui a la joie de vivre, parce qu'il est resté veuf, mais finalement il se dit je vais peut-être profiter autrement. Non, c'est pas ça qui va être important, c'est la visée finale. Il va devenir un héros très sobre, parce que même il va pas être reconnu après sa mort de toute façon. Le système prend le dessus, mais sur l'humain, il a gagné. Et ça c'est Kurosawa, c'est-à-dire qu'il va critiquer beaucoup les systèmes, quels qu'ils soient, ici l'administration, système féodal dans les films de samouraï, voilà, tout ça. La hiérarchie au sens large, mais il va mettre en avant les humains et les mettre sous la lumière après avoir subi des épreuves, leur faire prendre conscience de certaines choses, agir, et souvent en vue d'aider le bas peuple d'une certaine manière. Donc ça c'est vraiment bien. L'humain triomphe de la bureaucratie, non dans la réalité, mais oui dans la conscience des gens. C'est aussi ça le beau message du film. Et c'est magnifiquement interprété niveau acting par Takashi Shimura. Bien sûr, ça lui colle très bien au corps, ce personnage-là. Et la musique aussi, qui est traditionnelle. Il y a pratiquement tous les on va dire, équipiers de Kurosawa de l'époque. Hein. Au scénario, il y a deux de ses on va dire, scénaristes, je sais pas d'autres mots, habituels. La musique aussi, hein, Fumio Ayasaka, enfin, tout y passe. La photographie, donc très clair-obscur, en jouant sans ce noir et blanc de l'époque. Et ouais, voilà, c'est pas trop théâtralisé non plus, mais un petit peu, mais sans trop l'être. On voit aussi les racines du Japon traditionnel qui sont toujours là. Mais oui, c'est un film qui est intéressant parce qu'il se situe à une époque où il doutait beaucoup, alors que Rashomon allait avoir le succès au moment où ça se tournait, donc oui. Et on voit qu'il est un film pessimiste, à la fois optimiste quand même sur l'humain. Donc c'est un film que j'aime beaucoup.
difficile à classer dans tous les Kurosawa que j'ai vus, parce qu'un peu différent, mais pleinement quand même dans son cinéma. Et donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, hein, de certaines péripéties aussi. Parfois ça traîne un peu, mais c'est nécessaire aussi pour plonger l'ambiance et prolonger aussi l'existence du monsieur vers la fin. À vous la parole, on en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao.